Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Évidemment, ce qui a retenu l'attention, autre que la démolition de l'église de Saint-Gérard-Magellas, c'est tout le dossier du transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu et surtout la décision maintenant de rabattre le circuit d'autobus directement au REM. Donc, il n'y aura plus de corridor sur le pont Champlain pour la ligne 96. C'est terminé. Tout va se rabattre au REM. Et pour nous en parler, on a M. Guillaume Grégoire, qui est responsable du service des infrastructures et gestion des eaux à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Grégoire, bonjour. Bonjour. D'abord, je voudrais expliquer aux gens, donc, vous êtes responsable des infrastructures et gestion des eaux, mais le transport relève de votre service, hein? Oui, tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui. Récemment, on a annoncé la création d'une nouvelle direction de la mobilité. Pour le moment, en fait, puis pour la transition au REM, c'est toujours la direction du service d'infrastructure qui est en charge de transport. Bon, parfait. Donc, parlons d'abord de ce sujet-là qui fait réagir, donc la décision de se rabattre complètement au REM pour le service pour se rendre à Montréal. Les gens parlent d'un service peut-être un peu déficient au REM. Peut-être nous expliquer d'abord la décision. Et vous avez des chiffres qui viennent peut-être rassurer un peu la population sur la fiabilité du REM. Peut-être nous en parler un peu. Oui. Bien, en fait, il faut comprendre que la décision découle de la perte du quai au terminus centre-ville, donc pour que nos autobus puissent déposer les passagers. Donc, c'est ça qui nous amène aujourd'hui à se rabattre finalement au REM. Donc, on a eu la commande, justement, du conseil municipal de regarder toutes les options pour continuer, maintenir cette ligne-là au centre-ville. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité de conserver le quai ou même, souvent, on se fait poser la question de débarquer complètement, tout simplement sur le trottoir, mais ces autorisations-là n'ont pas été obtenues de la Ville de Montréal. Donc, on doit... Ça, c'est à cause de l'exclusivité pour le REM, là, pour le pont Champlain. Là. Exactement. Donc, avec le gouvernement, on a déployé le réseau structurant du REM comme on le connaît. Donc, on est la dernière ville, finalement, qui va se rabattre au REM. On a perdu les voies réservées en 2023 et tout converge pour nous obliger, finalement, c'est à moins qu'on accepte d'avoir une rupture de service là, à se rabattre au REM. Donc, on en est là aujourd'hui. La bonne nouvelle, par contre, sur la fiabilité, parce qu'on a beaucoup insisté auprès de la RTM pour obtenir des chiffres, c'était une de nos inquiétudes, puis on voulait le partager aux usagers. L'antenne Brossard, donc celle qui était déjà justement en service depuis un petit bout de temps. Donc, on parle de Brossard jusqu'à la gare centrale. Là. Exactement. Elle a un taux de fiabilité au-dessus de 98 % Donc, c'est intéressant. Donc, cet hiver, il y a eu des pannes du REM, mais ça ne concernait pas la majorité du temps l'antenne entre le terminus centre-ville et l'antenne Brossard. Donc, le REM est de plus en plus fiable, parce qu'au début, il y a eu des difficultés, il faut le reconnaître, mais là, vous nous dites que les gens qui vont donc prendre le transport en commun, donc prendre le REM à Brossard et vouloir se rendre au centre-ville, en principe, il n'y aurait pas de problème. Il peut y avoir des problèmes. En principe, oui, tout à fait. Exact. Il n'y a personne qui va garantir ça. On ne peut pas être à 100 % Exactement. Donc, la RTM a un plan de relève. Nous, on travaille aussi avec la RTM pour le plan de relève. Puis ce que les représentants de la RTM nous disent aussi, c'est qu'aujourd'hui, même les pannes, quand il y a des pannes, ils sont beaucoup moins longues. Donc, même des fois de 20 à 40 minutes. Puis souvent, ils vont juste tout simplement pas déployer leur plan de relève parce que le temps qu'ils le déploient, puis après ça. Donc, c'est des temps assez courts. Souvent, c'est en bas de 20 minutes s'il y a une panne sur l'antenne Brossard. Bon. Donc, tous ces changements-là, donc, à partir du 1er mai prochain. Donc, ça amène des changements également au niveau du transport collectif au niveau local, notamment la ligne 96. Peut-être nous expliquer un peu le plan qu'on va mettre en place là, pour le transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu, le transport là, vers Montréal. Bien, tout d'abord, il y a l'abolition de la 96L, donc en fait, qui se transforme, si on veut, en 96A. Donc, on augmente la fréquence de passage de la 96A. Donc, c'est simplement le segment qui est la prairie est à chaud, finalement, qui est aboli, qui est redirigé directement vers le REM par l'autoroute 30. Donc, ça, c'est un changement pour les usagers. Par contre, on augmente la fréquence de la 96A. Donc, les gens vont finalement se rabattre au REM. Rendu au REM, finalement, à la station Brossard, les gens vont devoir marcher pour atteindre le quai du train léger, à peu près une petite 2 minutes de marche. Puis après ça, le temps d'attente au quai du train léger, on parle de 3 à 4 minutes en heure de pointe. Donc, c'est relativement court. Donc, et le temps
total, là, au fond, qui nous intéresse le plus, c'est une estimation d'à peu près 50 minutes. Donc, du terminus, donc pour la super, si on prend par exemple la Super Express jusqu'à aller au centre-ville, c'est un temps de 50 minutes, donc ce qui représente un gain par rapport à la situation actuelle, si on la compare. Donc, depuis la perte des voies réservées, on constate à peu près une perte de temps en raison de la congestion d'à peu près 10 à 15 minutes. Donc, normalement, c'est bien planifié 50 minutes, sauf qu'on a cette perte de temps-là. Donc, tandis qu'au REM, on va avoir une plus grande fiabilité où on va vraiment respecter le 50 minutes attendu. Donc, et les gens, donc là, on parle de la 96 qu'on dit express, qui se rend au REM, là, mais il y a également le circuit local. Donc, on ajoute des services à certains endroits. Il y a des secteurs donc, qui ont été retranchés. Peut-être nous résumer ça un peu là, pour ce qui est de la 96. Oui, donc en fait, le secteur retranché, c'est l'autobus de la 96L qui faisait la 104 qui montait jusqu'au boulevard Tachereau. Et après, se rendait à Panama. Donc, c'est vraiment le tronçon qui est retranché, finalement, qui est aboli. C'est le tronçon parce qu'il y aura moins d'achalandage, étant donné que les gens vont pouvoir se rendre direct au REM, c'est ça? C'est une raison, des raisons budgétaires, des raisons de fréquentation de la ligne, donc qui a amené à prendre cette décision-là. OK. Mais l'autre partie va demeurer là, oui, pour la 96. Bon, est-ce que ça va amener évidemment des changements de tarifs? On va voir d'ailleurs un tableau là-dessus pour les utilisateurs selon la ligne que vous allez emprunter, mais peut-être nous parler un peu là, des changements tarifaires et de ce que ça va occasionner pour les usagers. Oui. Donc aujourd'hui, on a la zone 2, zone 3. Donc il va y avoir l'abolition de la zone 3. Donc il va y avoir seulement la zone 1 pour le local et la zone 2 pour l'interurbain. La zone 3, ça, c'était la voie réservée, c'est ça? C'était la zone 3, c'était justement pour se rendre au centre-ville. OK, parfait. Donc, on va avoir seulement la zone 2. Donc, la zone 2, en fait, pour se rendre au centre-ville, les gens vont devoir se munir de la zone 2 et du tout mode AB. Donc, c'est un changement. Donc, il y a eu un gros arrimage qui a été fait avec la tarification de la RTM, ce qui nous a amené à des changements de la tarification pour la zone 2. Okay. Donc, pour s'assurer que la zone 2 plus le tout mode AB soit l'équivalent d'une zone D, donc dans la tarification de la RTM, ce qui nous amène finalement, dépendamment du trajet des usagers, donc quelqu'un qui se rendait au centre-ville puis utilisait le système en transport en commun du métro et de l'autobus, va se retrouver finalement avec une baisse de tarification. Donc, autant pour les 10 passages qui sont les titres les plus populaires, ou la carte mensuelle, on parle d'un 20 à 25 $ d'économie mensuellement. Bon. Donc, où il y a un plus gros impact, c'est davantage pour les gens qui arrêtaient au centre-ville sans utiliser le système de transport. Donc, on parle pour le 10 passages d'une augmentation d'à peu près 10 $ par mois. Mais par contre, pour les usagers de la carte mensuelle, on parle d'à peu près 80 $ d'augmentation. Bon. Donc, tout ça là, a été pensé, je pense, pour minimiser l'impact là, sur les usagers du transport, pour ceux qui, évidemment, ont besoin de se rendre au centre-ville. Oui, pour minimiser, oui, on peut le dire assurément, il y a eu un gros travail sur la tarification. Ouais. Il va y avoir, justement, pour faire cet arrimage-là, bien, la Ville a dû investir dans de l'argent pour abaisser cet impact-là pour les usagers. Donc, on peut dire que oui, il y a un effort quand même de l'organisation, mais il y a comme des limites ultimement à la capacité de payer des contribuables. Est-ce qu'il y a l'ajout d'autobus, par exemple, ou augmentation de la fréquence sur certaines lignes? Je pense que dans ce que vous avez présenté. Non, les fréquences, somme toute, sont maintenues. Donc, les horaires. Donc, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Oui, il va y avoir des petits changements à l'horaire, somme toute, mais pas dans la fréquence et le service offert. Donc, ça va être, somme toute, imperceptible. Bon. Et là, évidemment, vous le dites, là, le transport est inclus dans le service des infrastructures, mais on a créé un nouveau service à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je ne sais pas si concrètement, vous pouvez nous dire ce que ça va apporter à la ville, ces changements-là là, au niveau du transport. Bien, évidemment, il y a une volonté de la ville de réfléchir à un niveau plus stratégique sur le futur, sur la vision du transport, notamment du transport collectif.
de la mobilité active. Donc, on sait que ça prend de plus en plus de place là, dans l'actualité aussi. Les citoyens ont à cœur justement le développement du réseau cyclable, la mobilité active. Oui, parce que vous vivez, vous avec une baisse de financement du gouvernement à ce niveau-là, donc il faut jongler avec ça aussi. Tout à fait, exactement. Donc, il faut aller chercher, il faut trouver des sources de revenus. Puis en fait, entre le transport, l'équipe de la circulation et l'équipe du transport collectif, c'est de plus en plus lié aussi. T'sais, on parle d'intermodalité, des transports de mobilité partagée aujourd'hui. Donc, ça va venir créer une synergie, justement, pour amener, finalement, la circulation, la mobilité ailleurs à Saint-Jean. Oui. Vous corrigez si je me trompe, mais je pense qu'à partir de juillet, là, il y a l'ensemble des autobus affectés aux lignes que vous avez parlé, là, qui seront à plancher bas. Qu'est-ce que ça va amener, ça? Bien, en fait, oui, c'est un bon point. Ça va nous amener l'accès universel. Donc, évidemment, les usagers vont peut-être trouver plus inconfortable ce type d'autobus-là, les autobus urbains. Donc, on passe de coach à autobus urbain. Par contre, c'est un choix organisationnel. On s'en va là. L'accessibilité universelle, donc de pouvoir donner. On sait que la population est vieillissante, donc on voulait donner accès. C'était une priorité. Puis quand on arrive aussi à la station Brossard, il y a des ascenseurs, donc les personnes qui sont à mobilité réduite vont pouvoir finalement accéder à l'ensemble des services que nous offre maintenant le REM, parce que c'est un gros réseau qui se déploie, donc c'est un réseau structurant. Donc, ultimement, dans 2 ans, quelqu'un qui est à mobilité réduite va pouvoir se rendre à l'aéroport, on l'espère. Oui, c'est ça. Donc, on a dit beaucoup de chiffres, il y a eu beaucoup de changements, mais les gens qui veulent en savoir plus peuvent aller, je pense, sur le site web de la Ville de Saint-Jean pour aller chercher l'information nécessaire sur tous ces changements là, au niveau du transport. Oui, tout à fait. Il y a une foire aux questions aussi qui a été mise en place pour répondre aux questions les plus fréquentes. M. Grégoire, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et puis, on va espérer évidemment que les gens utilisent le transport en commun de plus en plus parce que, évidemment, ça fait partie là, de notre volonté collective d'améliorer l'environnement et tout ça. Donc, en espérant que ces changements-là puissent favoriser davantage les gens à se transporter. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup. On fait une pause et on revient tout de suite après. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ remplis à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo. Salut, c'est Alex. Vous savez ce qui est le fun avec Sport Express? C'est pas juste qu'on a une équipe extraordinaire. C'est qu'on vous fait découvrir la relève, des hommes forts, des légendes, des Olympiens, des équipes locales et aussi des gens qui ont à cœur votre quotidien. On se voit cette semaine. On a l'occasion à quelques reprises de parler de spectacles, salles de spectacle, d'endroits où on tient des événements. Et il y a une microbrasserie à Chambly, Délire et Délices, qui a vraiment une programmation vraiment exceptionnelle avec, semble-t-il, ce qu'on nous a dit avant l'entrevue, de très bonnes bières aussi. Alors, pour nous en parler, on a la copropriétaire de la microbrasserie Délire et Délices, Mme Annick Cormier. Mme Cormier, bonjour. Bonjour. Bon, d'abord, parlez-nous un peu, donc, de cette microbrasserie-là. Ça fait presque 10 ans là, que c'est ouvert dans le Vieux-Chambly. Peut-être nous en parler un peu, là. D'où est venue l'idée, justement, de partir cette microbrasserie-là? Bien, vous saviez, on va faire une histoire courte. Effectivement, on va fêter notre 10e anniversaire le 16 décembre 2026. Tout a commencé, c'est mon conjoint qui brassait de la bière dans le garage. Et puis, en 2011, j'ai dit, là, il faut que tu fasses ton coming out. Il faut qu'on rouvre une microbrasserie. Okay. Alors, en 2016, la microbrasserie est née. Donc, c'est mon conjoint qui brasse la bière chez Délire et Délices. Bon. Est-ce que vous espériez un succès comme ça quand vous aviez parti ça? Parce que ça marche vraiment très bien. Là. Ça marche vraiment bien. Et au départ, on n'était pas dans le spectacle, on n'était pas... la salle Gaby Bernier n'existait pas à nos tout débuts. Donc, ça marchait bien en bas. Mais au départ, tous les jeudis de 6 à 8, on a toujours eu de la musique.
qui est gratuite. Ça, c'est 12 mois par année. On a commencé comme ça et par la suite, bon, on a eu des idées au 2e étage et là est née la salle Gaby Bernier avec des spectacles de musique et ensuite François Dupuis de Mobo Comédie nous a approchés pour le côté humour et puis, écoute, ça a parti, ça n'a jamais arrêté. Bon, on va revenir sur ce que vous offrez là, en produits et tout ça, mais c'est l'aspect spectacle qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que on parle d'humour, mais quand on dit que Billy Tellier, vous allez avoir Louis-José Hood en rodage au mois d'avril, c'est quand même pas des petits noms, là. Non, c'est ça qui est vraiment fascinant. Écoute, ils sont tous extraordinaires, nos humoristes, mais d'avoir des gens qui décident de venir faire leur rodage chez nous, ça, pour nous, là, c'est comme un gage de réussite. C'est vraiment, on est content, on se donne une tape dans le dos, on a dit, OK, on a une belle salle, on s'en est bien occupé, on l'a bien équipé, hein, parce qu'il faut vraiment être à la fine pointe de la technologie quand on se lance en humour, en musique ou tout autre. Donc ça, vraiment, on est vraiment fiers de ça. Est-ce que vous pensez que le bouche à oreille des humoristes, parce qu'ils se connaissent à peu près tous, se disent, bien, si on t'approche pour aller là, vas-y, parce que c'est une belle salle. Est-ce que vous sentez que cette approche-là? Je vous dirais que c'est ce que j'entends là, au niveau de mes oreilles. J'ai beaucoup de gérants aussi qui sont venus voir de façon anonyme des spectacles, justement, pour confirmer ce qu'ils entendaient. Et je suis contente parce que c'était pas juste des rumeurs, c'était la vérité. Il y a quelque chose de magique à la salle Gaby Bernier et les gens adorent ça. Bon. Vous l'avez dit, au début, c'était des petits spectacles musicaux là, pour accompagner les clients. Oui. Mais comment est venue l'idée, l'élément déclencheur pour élargir l'offre de spectacle à la microbrasserie? Je vous dirais pas que c'est... En fait, là, on a eu la COVID, donc il fallait se trouver de la créativité. Se réinventer, disait-on dans le temps. Il fallait absolument se réinventer. Rester dans notre petit modèle qu'on était, c'était quasi impossible de survivre à tout ce qui se passait. Et on avait justement ce bijou-là en haut qui était sous-utilisé. Et là, on s'est dit, bon, bien là, il faut mettre la gomme là-dessus. Puis c'est quelque chose qu'on peut faire à l'année. Tu sais, souvent, une microbrasserie, on va avoir la terrasse qui va bien fonctionner pendant l'été. Mais l'été, c'est 4 mois. Il y a 8 mois à combler par la suite. Donc, c'est là qu'il fallait être créatif et ingénieux. Et puis, on avait la belle salle en haut. Alors, c'est ça qui a fait en sorte Parce qu'on n'est plus à une époque où les gens, parce qu'à mon époque, on sortait dans les bars, on allait prendre une bière à quelque part, après ça, on allait... Mais cette époque-là est terminée. Il faut qu'il y ait un attrait pour aller à quelque part. Hein? Faut que ça soit plus que le divertissant. produit brassicole. Il faut que ça soit divertissant. Donc, c'est ça qui est important, de mettre des spectacles, mettre de l'animation et toujours par côté des bons produits. Ouais. Et je pense que chez Délire et Délices, autant au niveau de la bière qu'au niveau des produits vinicoles, de la nourriture, il y a quand même, c'est des bons produits, donc ça va ensemble. Vous présentez combien de spectacles par année, à peu près? Écoutez, en ce moment, je vous dirais que à la dernière nouvelle, on n'avait pas loin d'une centaine de spectacles par année qui se passaient chez Délire et Délices. Il y en a beaucoup aussi des gratuits. Et c'est ça qu'on essaie aussi de mettre en place, dire aux gens, écoutez, c'est difficile, c'est pas toujours évident de dire je vais sortir, mais on a besoin de ça. Donc, on amène des activités gratuites chez Délire et Délices. Et il y en a plusieurs aussi pendant la période estivale. Donc, ça, on le tenait quand même beaucoup. On va terminer sur l'aspect spectacle, parce que là, on parle beaucoup d'humour, mais il y a de très bons spectacles aussi de musique qui s'en viennent. Il y a un hommage à The Police, entre autres, et qui s'en viennent. Et j'ai regardé des bandes vidéo. Et pour ceux qui aiment le groupe The Police, bien, ils vont être gâtés, là, parce que c'est un très bon groupe ce qu'on dit de cover, là, de reprise de succès. Oui. Ça aussi, c'est comme une petite marque de commerce qu'on a à la salle Gaby Bernier. Depuis 2 ans, je vous dirais qu'on a beaucoup d'hommages à... Et ça fonctionne très bien. Il y a vraiment des bons groupes au Québec qui vont faire des hommages à différents groupes musicaux. Oui, là, vous avez nommé The Police, mais on a Pink Floyd, on a eu Journey, on va avoir Cowboy Fringant est venu. C'est vraiment, vraiment intéressant tout ce qui se fait au Québec, puis on essaie vraiment de l'offrir à des prix vraiment... abordable. Ouais. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut qu'on regarde beaucoup, là, le côté abordable des spectacles. Est-ce que c'était dans vous, ça, d'organiser des événements comme ça, de travailler dans l'événementiel, ou c'est venu par hasard? C'est venu par hasard, vraiment. Autant la microbrasserie est arrivée par hasard. Moi, je viens du milieu de la santé, donc j'étais comme vraiment pas là-dedans. Mais c'est quelque chose qui me passionne. On rend le monde heureux.
comment peux-tu trouver pas aimer ta job, c'est de rendre le monde heureux. Donc, oui, je trouve ça vraiment le fun. Puis, on a beaucoup d'interactions avec plein de monde. C'est ça qui est fascinant. Oui. Bon, pour revenir donc à la création de votre microbrasserie, vous avez fait l'acquisition d'un édifice patrimonial dans le Vieux-Chambly. Peut-être nous parler un peu de la genèse de ce qui est arrivé et de ce qui vous a amené à vous installer à cet endroit-là dans le Vieux-Chambly. C'est la rue Bourgogne, hein? Oui, sur l'avenue Bourgogne. Comme je vous disais, en 2011, on a commencé à travailler sur le projet. Et puis, il y avait cette maison-là qui était à vendre sur la rue Bourgogne. Et puis, j'ai fait mon plan d'affaires et tout ça. Et en 2015, parce qu'en 2011, cette maison-là était à vendre, mais elle était comme avec 2 maisons, qui n'étaient comme pas vraiment dans nos moyens ni utiles pour nous. En 2015, la maison, là, était vraiment à vendre, donc seule. Alors là, on s'est dit, bien là, elle nous attendait. On nous attendait. Donc, il y a eu, c'est Ricardo qui a vendu cette maison-là. Et puis, tout le processus, justement, de semi-patrimonial, c'est ça. On a vraiment, ça a été fascinant, là. Les gens, ils nous disaient, bien, ils sont fous. On a carrément levé la maison. On a fallu, parce que la maison, elle avait quand même 125 ans, donc on a refait tout le salage, la plomberie. On a tout refait et on a tout remis à la même image. Donc, les fenêtres, c'est des fenêtres neuves, mais elles sont identiques avant. Fait qu'on a vraiment ramené la maison. Fait que ceux qui ne viennent pas souvent à Chambly ne voient même pas que s'est passé quelque chose, à part la terrasse qui est beaucoup plus grande. Fait que ça, on y tenait beaucoup. On tenait beaucoup à maintenir cette maison-là parce qu'elle a une histoire. C'est la maison de Gaby Bernier. Et d'où le nom de la salle. Quand on a rénové la salle, puis là, on a dit, bon, il faudrait bien y donner un nom parce qu'on va faire vraiment des spectacles. Gaby, ça a été presque instantané de dire, bien, c'est la salle à Gaby Bernier, c'est sa maison. Donc, fait que ça a été quand même 5-6 mois de rénovation complète de cette maison-là. Mais est-ce que la maison était déjà identifiée comme site patrimonial? C'est semi. Elle a quand même sa pancarte avec son histoire, là. Puis il fallait quand même, on a respecté quand même certaines choses au niveau du patrimoine là, de la ville de Chambly. Oui, c'est ça, parce que la ville vous a appuyé là-dedans, là, vous a aidé, je pense, à développer l'entreprise. Oui. Vous l'avez dit, donc vous êtes issu du système de santé. Donc, parallèlement, pendant quelques années, vous aviez travaillé dans le système de santé et vous occupez de la microbrasserie. Maintenant, vous vous occupez de la microbrasserie à temps plein. Oui. Mais comment vous avez réussi à cumuler ça, ces années-là? Ça a été quelque chose. Les premières années, bon, j'étais déjà à temps plein à Sainte-Justine. Et puis, plus le pub au début, c'était plus tranquille. Ouais. Donc, ça se faisait bien. Mais au bout de 2 ans, j'ai vu que là, ça progressait beaucoup. La COVID est arrivée, beaucoup d'histoires. Alors, j'ai demandé une pré-retraite, alors qui m'a été accordée. Alors, je suis une jeune retraitée du milieu de la santé, mais je vais être encore un bon bout de temps, à temps complet, à la microbrasserie. Bon. Qu'est-ce qu'on offre, justement? Quelle est la particularité de la microbrasserie là, au niveau des produits que vous offrez? Là, vous dites que c'est votre conjoint qui brasse la bière. C'est quoi la particularité de votre bière? Ce qui est particulier, toujours 20 bières en ligne chez Délire et Délices, et ce sont plein de styles différents. Nous, les gens, ce qu'ils nous disent quand ils viennent chez nous, c'est que c'est pas un tableau de 10 IPA puis les autres différents. On a une panoplie de styles de bière qui va plaire à celui qui débute, comme celui qui est très connaisseur. Aujourd'hui, on a beaucoup de connaisseurs en microbrasserie, donc c'est important de se bonifier, de bien faire notre travail. Donc, côté bière, bien c'est sûr, c'est de la bière maison. Tout ce qui est côté, nous, ce qu'on veut beaucoup, c'est tout ce qui est produit québécois. Alors, quand vous venez chez Délire et Délices, oui, vous avez du vin. Il y a du vin blanc, du vin rouge, du vin rosé, mais ce sont des produits québécois. Si vous voulez du cidre, c'est des produits québécois. Si vous voulez des spiritueux, ce sont des produits québécois. C'est sûr que les gens vont dire, « Ouais, mais vous n'avez pas un gros inventaire. » Non, je n'ai pas un gros inventaire parce que je tiens beaucoup à ce côté-là de québécois. On va le voir dans mes... Mais bravo! Quand ce que vous mangez. Quand ce que vous mangez, bien, nos charcuteries, ce sont des produits d'ici. Nos fromages, c'est nos produits d'ici. Donc, on travaille fort. Puis, il y a tellement de belles choses au Québec. Puis, souvent, je vais essayer de travailler avec des commerçants qui sont près de nous. Nos grilled cheese sont faites par le pain de Jean-François, de François. Donc, on aime ça. On essaie de rester vraiment
tout collé. Mais vous dites que les gens ont été réticents au début par l'offre de produits québécois, Oui. mais là, j'imagine que de plus en plus la clientèle revient parce que justement, ces produits-là sont de plus en plus appréciés parce qu'il y a de la très bonne qualité, là, Oui. surtout dans les spiritueux québécois. Là. Oui, c'est sûr qu'en bas, les gens viennent surtout pour la bière parce que, bon, c'est vraiment Oui. Et j'ai remarqué avec le temps, on a vraiment deux sortes de clientèle. On a une clientèle qui vient à une microbrasserie, elle vient jouer des jeux de société, vient voir le hockey, mais aussi on a une autre clientèle spectacle. Oui. Donc, elle, en haut, on a beaucoup plus, j'ai beaucoup aussi, je ne l'ai pas dit, mais de produits sans alcool. On a bonifié notre offre sans alcool parce que nous, on ne fait pas de bière sans alcool, mais on offre quand même des spiritueux comme de la bière sans alcool qui proviennent pas de chez nous, mais produits du Québec. Bon, il nous reste 2 minutes. Vous êtes aussi responsable du Festival de blues de la Montérégie qui se tient notamment à Chambly. Peut-être nous en parler. J'y ai assisté il y a quelques années. C'est vraiment un très beau festival. Peut-être nous parler un peu de ce qui nous attend là, pour 2026. Oui, bien 2026, on va être à notre 5e anniversaire, donc 5e édition, du 1er au 5 juillet 2026. Comme d'habitude, une trentaine de spectacles gratuits pour la population. Et il va y avoir cette année un spectacle au pôle culturel en collaboration avec la SPEC, qui va collaborer avec le Festival de blues. Et il va y avoir un spectacle aussi payant à la salle Gaby Bernier. Je garde la surprise pour la conférence de presse qui va avoir lieu le 27 mai. Donc, le 27, on va être capable d'annoncer tous nos spectacles. Qui sera la grande vedette du samedi soir au Parc des Ateliers. Mais d'ici là, préparez votre semaine. Il va y avoir du beau matériel et ça, c'est chez tous les commerçants de l'avenue Bourgogne. C'est ça qui est vraiment festif. Pour les amateurs de blues, la surprise, elle va être pas pire? Ah oui, elle va être pas pire. Oui, Bon. pas pire, certain. Bien hâte de voir ça. Oui. Madame Cormier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On invite les gens à fréquenter votre établissement et surtout d'aller voir les spectacles qui sont de très grande qualité. Oui, délireetdélices.com, il y a tout là-dessus. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.